Le plus grand réservoir de carbone au monde fuit, et ça s'aggrave. Regardez autour de vous, les voitures qui passent, les structures en acier, même la coque en plastique de votre téléphone ou une bague en diamant. Tous ont un point commun. Si vous vous souvenez de vos cours de chimie, vous connaissez le tableau clé, le tableau périodique. Parmi tous les éléments, un se démarque, le roi des éléments, le carbone. Non seulement il est vital pour presque toutes les industries, mais il est aussi essentiel à notre vie. Et si quelque part sur la planète il commence à fuir, les conséquences sont irréversibles. Concrètement, cela signifie que le cycle naturel de l'air est rompu de façon irréparable. Malheureusement, c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Et non, les scientifiques ne savent pas exactement pourquoi. Mais il y a des théories. Si vous y réfléchissez, le carbone ne se commande pas sur Internet. Il faut d'abord l'extraire, et comme beaucoup d'autres éléments cruciaux, le platine ou le cobalt par exemple, il est stocké dans la plus grande et la plus puissante banque du monde, le continent africain. Comme toute banque, elle possède des coffres forts, et les coffres à carbone dont on parle se trouvent principalement en République démocratique du Congo. Je ne dis pas simplement Congo, car il y en a deux. La RDC, avec sa capitale Kinshasa, et la plus petite république du Congo, avec Brazzaville pour capitale. On s'intéresse ici à la plus grande. La RDC abrite le plus grand puits net de carbone au monde dans le bassin du Congo, ce qui en fait un acteur crucial pour le climat mondial. Mais pourquoi, parmi tous les pays et tous les continents, est-ce la RDC qui possède tout cela ? En termes très généraux, il y a un élément essentiel au cycle mondial du carbone, les marécages forestiers. Ces zones humides boisées n'occupent qu'environ 2% de la surface terrestre, ce qui réduit considérablement les zones susceptibles de stocker du carbone. Maintenant, sachant ce qui est important pour le carbone, pensez à un autre endroit qui réunirait les conditions idéales. Si vous avez dit le Brésil, bien joué! Ce pays possède aussi de vastes forêts tropicales, et donc, logiquement, des bassins de carbone. La RDC abrite la deuxième plus grande forêt tropicale au monde, avec environ 375 millions d'acres de couverts forestiers, soit environ 60% de l'ensemble des forêts du bassin du Congo, et environ 67 à 68% de la superficie totale du pays. La conclusion est simple, il n'y a guère de meilleur endroit sur la planète pour servir de coffre-fort à carbone. En entendant tout cela, vous pourriez penser « Parfait, ils ont plein de carbone, qu'est-ce qui pourrait mal tourner ?» La réponse est malheureusement juste sous nos yeux. On sait tous ce qu'est le CO2, mais ce n'est pas seulement un gaz produit par les voitures, les usines ou même notre respiration. C'est un gaz qui peut aussi se former naturellement, en grande quantité, si les conditions changent ne serait-ce que légèrement. Imaginez un tuyau qui fuit. Au début, c'est un goutte à goutte. Puis la fuite s'élargit et plus d'eau s'échappe. Au final, vous inondez l'étage du dessous. Ou si vous avez de la chance, juste votre propre cave. Dans tous les cas, c'est coûteux et difficile à maîtriser. Maintenant, multipliez ce tuyau par des milliers, voire des dizaines de milliers. Voilà ce qui se passe en RDC. Le coffre-fort à carbone fuit et les conséquences pourraient être irréversibles. Le bassin amazonien et le bassin du Congo ont pendant des milliers d'années emprisonné d'énormes quantités de carbone, stabilisant discrètement le climat terrestre. C'était l'hypothèse, stable, lent, prévisible. Mais cette hypothèse est en train de s'effondrer. Quand je dis carbone, ne pensez pas au charbon ou au diamant. Le carbone existe sous de nombreuses formes, solide, compressé, cristallin ou poudreux. Mais ici, on parle de dioxyde de carbone, le CO2, un gaz. Dans le bassin du Congo, deux lacs, le lac Mai-Ndombe et le lac Tumba, bouleversent la compréhension du stockage de carbone. Ce sont des lacs à eau noire, c'est-à-dire que leurs eaux sont sombres, comme si on y avait versé du thé noir fraîchement infusé. Cette couleur vient de matière organique issue des forêts environnantes, constamment drainées vers ces lacs. Ils se situent au cœur de vastes tourbières où le carbone s'accumule depuis des milliers d'années. Les scientifiques pensaient que ce carbone était enfermé en toute sécurité sous l'eau, dans ces coffres-forts naturels. L'hypothèse dominante était qu'il ne serait libéré que dans des conditions extrêmes, comme une sécheresse sévère. Mais même les meilleurs systèmes de sécurité ont leurs failles,
et ce coffre-fort naturel commence à céder. Ces lacs à eau noire libèrent déjà du dioxyde de carbone dans l'atmosphère en conditions normales. Mais aujourd'hui, les quantités deviennent nettement plus importantes. Plus inquiétant, jusqu'à 40% de ce carbone est ancien, vieux de plusieurs milliers d'années. Ce n'est pas une simple décomposition végétale récente, c'est du carbone stocké depuis longtemps qui s'échappe. Le mécanisme exact reste flou. Ce que les scientifiques savent, c'est que la matière organique des forêts marécageuses s'écoule en continu dans ces lacs, entraînant du carbone issu de couches de tourbe plus profondes, un matériau auparavant stable. Une fois dans l'eau, il se décompose et est libéré dans l'air sous forme de CO2. Mais qu'y a-t-il de si problématique au fond? Après tout, le CO2 est naturellement présent dans l'atmosphère et ne perturbe pas directement notre quotidien. Au contraire, c'est un composant essentiel qui contribue à façonner la planète telle qu'on la connaît. La Terre fonctionne comme un système complexe autorégulé. Les lacs émettent du CO2, mais dans des régions comme le bassin du Congo, les forêts tropicales denses compensent ces émissions. Cet équilibre ne tient toutefois que si les conditions restent stables, et ce n'est plus le cas. Il ne s'agit pas principalement des facteurs évidents comme la déforestation et le déséquilibre de CO2 qui en résultent. Ceux-ci sont importants, mais ce n'est pas le sujet ici. L'attention se porte sur des processus environnementaux plus larges. C'est désormais un fait établi. Le climat change, et il change vite. Des différences observables, été plus chaud, hiver plus doux, régime de pluie modifié, ne sont plus théoriques. Ces changements n'affectent pas seulement notre perception, ils altèrent le comportement d'écosystèmes entiers. Au fond, c'est une boucle de rétroaction. Davantage de CO2 dû à l'industrialisation entraîne un climat plus chaud et plus sec. Un climat plus chaud et plus sec réduit la capacité des forêts tropicales à absorber les émissions. Moins d'absorption signifie encore plus de CO2 dans l'atmosphère. Si l'industrialisation a initié une grande partie du processus, ce qui se passe dans le bassin du Congo est désormais provoqué par des réponses naturelles à ces conditions altérées. Quand les conditions s'assèchent, les sols tourbeux commencent à perdre leur humidité. Pour mieux visualiser, imaginez un sol sec qui se fissure. Une fois ces fissures apparues, des éléments extérieurs peuvent pénétrer plus profondément, même si elles ne sont pas visibles en surface. Un sol qui s'assèche devient moins dense, et l'oxygène peut alors descendre dans des couches auparavant isolées. Au plus profond de ces couches vivent des millions de micro-organismes qui ont évolué dans des conditions pauvres en oxygène. Introduisez plus d'oxygène et leur activité augmente. Des organismes autrefois limités deviennent plus actifs. Ils décomposent de la matière organique préservée depuis des siècles, voire des millénaires. Ce processus libère du dioxyde de carbone supplémentaire. À ce stade, une précision s'impose. Ces fuites de carbone ne sont pas des fuites physiques de matière solide, comme du charbon ou des diamants. Ce sont des émissions d'un gaz invisible, mais aux conséquences considérables. Comme une fuite de gaz industriel, on ne la voit pas à l'œil nu, mais ses effets sont importants et de grande portée. Cela remodèle la composition atmosphérique et, à terme, le climat lui-même. Si le problème se limitait au CO2, ce serait déjà grave, mais ça ne s'arrête pas là. Ces lacs émettent aussi du méthane, un gaz à effet de serre nettement plus puissant que le CO2 sur de courtes périodes. En conditions normales, les émissions de méthane sont partiellement contrôlées par des microbes qui le consomment avant qu'il ne s'échappe dans l'atmosphère. Mais ce filtrage naturel dépend d'environnements stables et gorgés d'eau. Quand le niveau d'eau baisse, cette filtration s'affaiblit. Des conditions plus sèches réduisent la consommation microbienne du méthane, lui permettant de s'échapper davantage. En conséquence, les émissions de CO2 et de méthane augmentent simultanément. Le système global commence à basculer. Ce qui était un puits de carbone stable glisse vers l'instabilité. Le processus s'auto-entretient. La hausse des températures entraîne des conditions plus sèches. Des conditions plus sèches accélèrent la décomposition. Plus de décomposition libère plus de gaz à effet de serre. Plus de gaz à effet de serre amplifie le réchauffement. Chaque étape renforce la suivante.
Pour l'instant, le bassin du Congo reste un coffre-fort à carbone. Et cela demeure